Juste pour fixer un petit peu les choses, le nombre d'adhérents, j'ai cru comprendre que vous parliez de 500 000 Podemos, comparativement aux autres, au Parti populaire, au PSOE, à peu près à quel niveau c'est, pour avoir un élément de comparaison. Et je crois que c'est beaucoup plus important qu'en France, où ça doit être quelques dizaines de milliers pour les partis les plus importants. Bon, j'ai deux questions. Premièrement, j'aurais bien voulu savoir quelles sont vos relations avec les syndicats, s'il y en a. Et puis la deuxième question, c'est pour vous comparer avec d'autres partis d'Europe. Ce qui m'a frappé, c'est le profil des adhérents qui ressemble beaucoup à celui des adhérents du Parti Pirate, qui à un moment a eu beaucoup de succès en Allemagne. Alors c'était aussi surtout des hommes, des citadins. Et il y avait quand même des différences parce que déjà les classes moyennes dont ils étaient issus, également comme les indignés, étaient beaucoup moins politisés qu'en Espagne. Il n'y avait pas eu ce mouvement où où ils ont occupé quelque chose, etc. Et il y avait aussi beaucoup moins disons, ils se sont beaucoup moins penchés sur les couches précaires. C'est peut-être parce que c'est né juste avant la crise, et peut-être c'est dû à ça, mais c'est peut-être aussi, moi je le pense, au fait qu'ils étaient moins politisés. Est-ce que vous voyez des développements parallèles ou pas? Donc peut-être et le nombre comparatif des sympathisants entre les partis espagnols. Donc, les chiffres sont compliqués toujours parce que souvent sont secrets. Donc, dans les partis de droite espagnols et le PP, on dit qu'il y a 900 000 sympathisants. Mais, même adhérents. Mais c'est un chiffre qui est sans doute fausse. Et donc, on ne sait pas. On ne sait pas, c'est un parti qui est très corrompu, donc on ne sait pas si on utilise ces gros chiffres pour avoir un certain argent liquide d'après leur cotisation. En tout cas, il n'y a pas de vote, il n'y a rien du tout, il y a juste un chiffre, on dit qu'il y a 900 000 adhérents dans les partis de droite, mais c'est un chiffre qui n'est pas... Dans les partis socialistes, je pense que c'est plus 100 000, autour de 100 000, et desquels, dans les dernières primaires, ce sont des primaires dans lesquelles juste les militants peuvent voter. Donc les adhérents peuvent voter. C'est pas le monde de primaire, c'est l'élection interne pour élire le secrétaire général du parti. Voilà, c'est pas une primaire. Et là, c'est autour de 100 000 adhérents et 60 000 qui ont participé. Donc c'est un chiffre qui a l'air assez correct. Ciudadanos, le nouveau parti, donc dans la dernière élection de leur chef, il y a 6 000 personnes qui ont voté. Donc c'est très peu par rapport à Podemos. Donc Podemos, les votes de Podemos, 150 000 personnes qui ont voté pour quelque chose, c'est le plus grand chiffre de l'histoire d'un vote interne dans un parti politique en Espagne. Et même en Europe, je crois. Et même en Europe. Ouais. Il y a 450 000 personnes qui sont enregistrées sur Internet, mais la dernière fois, il y a 150 000 qui ont participé au vote. Donc il y a des gens qui sont inscrits peut-être il y a 3 ans, qui suivent plus Podemos, ils sont toujours là. Donc il faudrait faire un nettoyage aussi de ces chiffres. Ouais. Et donc, est-ce que tu es le parti pirate allemand? Oui, peut parler un peu de ça. Oui, tu peux. Vas-y. Okay. Par rapport au parti pirate, en fait, je pense que le parti pirate en Allemagne, mais aussi il y a eu un parti pirate ici en France qui s'est présenté même aux élections en 2012, pas à la présidentielle, mais aux législatives. Et on l'a ailleurs, on l'a en Islande, il est très fort. Et je pense qu'aux Pays-Bas, il existe aussi. Donc, je pense que ces partis, en Allemagne, ici en France et ailleurs, et l'existence des conséquences aussi de cette crise de la représentation qui commence à émerger. Et en Italie, on voit plutôt le mouvement 5 étoiles qui est très fort. Et du coup, pour moi, autant Podemos que ces partis sont issus de cette même atmosphère de crise de la représentation. Mais
Mais peut-être un élément qui a été intéressant à Podemos et qui est un peu différent de ce parti-là, c'est que Podemos a affiché un peu sa ligne politique très fortement. C'est-à-dire, Podemos, il est un parti politique avec des idées politiques très, très marquées, très claires. Que peut-être on ne définit pas en termes de gauche et droite, mais qui sont assez clairs. Et ça donne un repère qui permet de construire, à mon avis, un projet plus puissant. Et moi, quand je parle avec des camarades qui ont été aussi Parti Pirate ici en France, ils me disent que ça, c'était un des gros problèmes du Parti Pirate, qu'ils n'avaient pas une ligne politique qu'ils avaient décidé, ou sur laquelle ils s'étaient mis un peu d'accord. Et du coup, à chaque point, par exemple, on est pour ou contre les mariages égalitaires. Bon, ça suscitait un débat qui est interminable, d'après mon camarade qui était qui n'avait pas beaucoup aimé comment ça s'était passé, et qui permettait que beaucoup de monde rentre parce que c'est flou, mais aussi fait que les gens se frustrent rapidement parce qu'on ne se retrouve pas dans les décisions ni dans la façon de prendre les décisions. Bon. Sinon, par rapport aux syndicats, donc, les syndicats en Espagne, ils sont moins forts qu'ici en France, même s'il y a plus de gens syndiqués en Espagne qu'en France, je pense. Il y a le double. En France, c'est le pays en Europe où il y a le moins de syndication. Il y a environ 8% des salariés sont syndiqués. En Espagne, on est le double, environ 16%, 17%. Mais les syndicats, si je peux... les syndicats, ils pensent qu'ici, on a une image beaucoup plus forte, beaucoup plus... puissante qu'en Espagne. Et du coup, quand on imagine une mobilisation, par exemple, contre la réforme de la loi du travail, et on laisse les syndicats prendre l'initiative. Et on attend les réactions pour qu'après, nous, même si on n'est pas syndiqués, on suive, on sympathise. Je pense que pour la loi El Khomri, pour la première fois, il y a eu des éléments, des citoyens, des mouvements citoyens qui sont pris l'initiative aussi dans cette révolte, non? Surtout les précaires, je vois. Mais comme dit Alberto, les syndicats en Espagne sont moins présents dans la vie politique et ils sont aussi très discrédités. Oui, par exemple, donc après mai 2011, il y a eu ces mouvements dont on a vu leur portée tout à l'heure. Donc il y a eu ce qu'on appelle les marées, et c'était la marée blanche, la marée verte. Donc la marée blanche, c'était un ensemble de personnes, des médecins. Donc c'était les médecins, mais c'était aussi les usagers et les infirmiers. Et donc, ils ont fait des manifestations et une fois que les manifestations ont commencé, il y a les syndicats qui se sont inscrits et qui ont essayé de rentrer, mais ils suivaient toujours, parce qu'ils n'étaient pas si radicaux que les citoyens eux-mêmes, ou la marée verte et de l'éducation, ça a été quelque chose qui était un peu semblable. Donc ils ont suivi, c'est les syndicats pendant cette dernière période qui étaient toujours derrière les citoyens et pas les citoyens derrière les syndicats. Donc du coup, quelle est la relation entre Podemos et les syndicats? C'est pas une question, disons, très importante, si importante que ça le serait ici en France. Oui, et en fait, il y a aussi l'idée que ce n'est pas via le syndicalisme ou par la voie par laquelle on peut changer vraiment les choses du pays, la situation du pays. Je pense que ce sentiment que pour amener à de véritables changements, il faut passer par les institutions et changer aussi les lois. Et donc ces deux éléments font qu'il y a eu une grande mobilisation ces dernières années qui ne s'est pas portée vers les syndicats, mais plutôt vers les mouvements sociaux et la création de ces partis. Est-ce que vous avez pris contact avec la gauche unitaire européenne? Est-ce que vous avez pris contact avec la France insoumise, Mélenchon? Est-ce que vous avez eu des contacts avec les politiques français? Podemos fait partie au Parlement européen, il fait partie du groupe GUE, de la gauche unité européenne, avec Syriza et avec les Fronts de gauche. Et effectivement, Podemos essaie de tisser des liens avec des
des partis et des mouvements amis en Europe. Et Jean-Luc Mélenchon est venu en Espagne plusieurs fois. Il a été interviewé à la Tuerca par Pablo Iglesias. Et il est venu même la soirée électorale du 26 juin, là, 26 juin 2016. Il est venu au quartier général de Podemos, pour le passage électoral là-bas. Donc, effectivement, il y a des contacts. Il y a aussi des contacts, comme je dis tout à l'heure, et pas forcément avec cette force politique, mais à l'échelle des villes. À l'échelle des villes, c'est ces villes qu'on appelle des villes rebelles en Espagne, et essayer de tisser des contacts aussi entre elles. Et notamment avec la mairie de Paris, par exemple, il y a des contacts forts, mais pas que. Et il y a ces réseaux qui commencent à se mettre en place. Mais récemment, j'ai vu un peu la liste, parce qu'il a demandé la liste des partis amis, et on retrouve, c'est assez varié, on retrouve Die Linke, RASEM en Pologne. Je ne sais pas si vous connaissez RASEM, c'est un nouveau parti qui est issu de la société civile en Pologne il y a environ un an, et qui a été à la tête de toutes ces manifestations pour les droits des femmes en Pologne. Donc c'est un parti avec lequel Podemos a des forts liens. Ouais. Vous avez des partis amis, mais vous avez aussi des partis qui ne vous veulent pas du bien en Espagne, comme le Parti socialiste. Et aussi, vous avez la presse qui tire souvent à boulet rouge. C'est même de toute façon, ce qu'écrit El País, Le Monde l'écrit aussi. J'ai regardé chez moi la télévision toute la journée d'investiture des nouveaux élus. Moi, j'ai trouvé ça magnifique, même parce que j'ai trouvé que c'était d'une grande qualité, le débat. Je ne suis pas sûre qu'en France, on aurait fait un débat pareil et aussi courtois quand même. Bon, il y a eu quelques échanges, mais j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Ça m'a passionné comme un film. Par contre, on s'aperçoit bien que le Parti socialiste se conduit d'une façon épouvantable. En fait, il vous reprochait, à vous, Podemos, de ne pas vous donner un blanc-seing pour gouverner, alors que le Parti socialiste avait déjà fait un accord avec Ciudadanos. Et c'était vous qui étiez responsable si l'Espagne n'avait pas de gouvernement. Mais je suis étonnée de la virulence des articles d'El País et du Monde. Et le lendemain, j'ai lu l'article dans Le Monde c'est Sandrine Morel, je crois. Mais je me suis demandé si elle avait bien assisté à la journée. Elle avait dû partir. Mais en fait, l'article, ce n'était que pour dire du mal de Podemos. Bon, c'est une habitude. Maintenant, Le Monde... et puis El País, il tire aussi à boulet rouge sur l'Amérique latine. C'est terrible. Oui, donc El País, avant la crise, il a commencé à faire des investissements en Amérique latine et en Amérique. Et donc au moment de la crise, ils ont fait faillite, ils ont dû vendre leurs actions à des fonds d'investisseurs. Et donc, depuis, ils ont une ligne éditoriale néolibérale. Et donc, en particulier, contre Podemos, ils ont changé même les chefs. Donc, maintenant, les directeurs, les directeurs de sa ligne éditoriale. Donc c'est quelqu'un qui a été choisi, entre autres, parce qu'il avait écrit un livre sur Podemos, contre Podemos, donc Ignacio Torreblanca. Donc moi je le connaissais juste parce que c'est lui qui avait écrit un livre contre Podemos. Donc la presse écrite espagnole, elle est toute contre Podemos, mais il faut dire qu'en Espagne il y a aussi beaucoup de presse sur Internet qui commence à être très réputé. Donc il y a Mediapart, il a une filiale en Espagne qui s'appelle Infolibre. Et puis il y a d'autres comme El Diario.es ou Público. Et aussi Podemos, il a sa propre télévision, La Tuerca.
Mais oui, en effet, El País, et ici en France, quand je parle avec mes collègues à la fac, on pense encore, puisque El País, c'était le journal del PSOE, c'était le journal de la transition, c'était le journal dans lequel on pensait que toute la vérité sur l'Espagne était écrite. Et maintenant, sa ligne éditoriale a beaucoup changé depuis les dernières années. Ouais. Est-ce qu'ils font pas partie du groupe Prisa? Prisa. Mais Oui. c'est pas des Allemands? Prisa, non. Non. Parce C'est que Le Monde aussi en fait partie. En fait, c'est un grand groupe éditorial qui a des télévisions aussi et qui, à un moment donné, l'histoire sur Le Monde, je ne le connais pas très bien. Je sais qu'ils ont essayé d'acheter Le Monde il y a 3 ans. Il y a eu une opération où une partie du Monde a été mise en vente. Et il avait 2 options, il avait deux offres. Une offre du groupe Prisa et une autre offre plutôt des financiers français qui a été finalement retenu parce qu'il y avait pu comprendre, mais peut-être je me trompe. Mais en fait, c'est un peu comme la situation des médias, vous la connaissez très bien. Il y a 2 mois, je pense que Le Monde diplomatique a publié une page centrale avec les propriétaires de tous les médias français, et on voit bien que ça appartient à 5-6 personnes hyper riches. Mais ce qui est intéressant sur la question des médias, je parlais pendant l'exposé que Podemos a profité de sa présence dans les médias pour impulser ces récits, ces discours qui a séduit tellement de monde, beaucoup de monde qui ensuite ont rejoint les partis ou l'ont tout simplement voté. Et ça a été le cas pendant un certain temps. C'était la nouveauté, c'était les petits, ça avait fait 8% aux élections européennes. Bon, 8%, c'est bien, pour un premier parti, c'est même très bien, mais c'est anecdotique, c'est des flics, c'est des geeks, non? Et donc, mais quand dans les sondages, Podemos a commencé à monter, et les propriétaires ont commencé à avoir peur. Et du coup, ils ont énormément changé la ligne éditoriale des médias pour commencer à attaquer directement Podemos dans les articles, mais aussi dans les plateaux. Ils ont continué à inviter Podemos au plateau, mais cette fois-ci dans un ton beaucoup plus agressif. Et du coup, ils passaient le temps à se défendre, par exemple, des accusations complètement absurdes qu'on sortait dans les médias. Juste pour un exemple, des types de choses qu'on a essayé de sortir contre pour pouvoir un peu tacher l'image des nouveaux et des purs de Podemos. On a accusé Íñigo Errejón, le numéro 2 du parti, d'avoir perçu une bourse postdoctorale de 1 800 € par mois de l'université de Malaga pour faire des travaux qu'il a rendus, mais il les faisait de chez lui. Il ne les faisait pas dans un bureau à l'université de Malaga. Donc du coup, ça a été un scandale de corruption, non? Pour les médias, c'était un scandale de corruption. Donc on a invité les gens de Podemos pour expliquer ça, un truc complètement absurde. Mais là, on voit aussi les risques de certains des choix de Podemos. Donc Podemos, il a choisi d'aller dans les médias et il a choisi de jouer avec cette dichotomie caste-peuple. Donc si on t'accuse d'être corrompu, même si c'est une corruption triviale, donc maintenant tu es devenu caste. Et donc tu ne peux plus jouer les jeux caste et peuple qu'ils avaient joué avant. Et si tu joues le jeu médiatique, après tu risques, quand tu es dans les médias qui sont tous contre toi, d'être attaqué et de perdre dans cette bataille. Et juste un élément pour montrer la brutalité de ces pouvoirs des médias, c'est un peu dans la lignée de ce que tu as dit tout à l'heure. Donc Pedro Sánchez, c'est secrétaire général du Parti socialiste jusqu'à novembre dernier, qui était le candidat à la présidence du gouvernement, qui a dû se confronter au choix entre soutenir un gouvernement de droite ou faire une alliance avec Podemos. Et il raconte qu'il a été reçu par le président du groupe Prisa dans son bureau pour lui dire « Écoute, si tu vas avec Podemos, on va te détruire dans nos journaux et dans nos télés. » Il a dit, lui, dans un entretien, il a raconté ça. Pedro Sánchez, c'est le secrétaire général qui a été après mis de côté par un coup interne au Parti socialiste. Il a raconté ça. Donc on voit bien les pouvoirs et la volonté d'influence de tous ces médias.
À propos des conditions d'émergence de Podemos, il y a probablement tout un tas de circonstances strictement espagnoles qui l'ont permis, mais peut-être que ce qui a joué aussi un grand rôle, c'est l'intensité de la crise qu'il y a eu en Espagne. Je crois que c'est sans commune mesure avec ce qui a pu se passer en France. Il y a eu un chômage monstrueux et ça a surtout montré aussi probablement que les conditions de développement économique antérieur étaient des conditions extrêmement fragiles, avant tout fondées sur l'endettement. Donc c'est-à-dire que ça reposait sur du vent. Et après, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous pourriez nous donner 2 mots? J'ai cru entendre parler il y a quelques mois à Podemos de difficultés internes entre 2 têtes de liste. Je n'ai pas trop compris ce qui s'était passé. Je voudrais poser des questions à propos de l'éducation nationale en Espagne. Est-ce qu'on apprend dans le détail la Deuxième Guerre mondiale et comment est considéré Jorge Sampras aujourd'hui en Espagne? Jorge Semprún. Jorge Semprún Oui. Excusez-moi, j'ai dit Jorge, en général, on dit Georges. Oui, non. Semprún, mais on dit Semprún. Excuse-moi, c'est aussi une question de prononciation. J'ai vu sur la carte que Podemos a également gagné des municipalités au Pays Basque et en Catalogne. Et j'aimerais savoir donc comment ça se passe avec les partis indépendantistes. Ok. Aquí se oye bastante. Ok. Donc, peut-être on peut commencer par les difficultés internes. Donc, les difficultés internes à l'intérieur de Podemos. Donc, c'est une question très intéressante. Donc, le problème, c'est que... donc, la question en soi, à mon avis, c'est très intéressante, mais ça a été peut-être pas très bien mené par les gens de Podemos et aussi par les médias. Donc, c'est une question qui a à voir avec ce qu'on vous a raconté Podemos et en quelque sorte a fait un très bon score, a fait 5 millions, mais il a aussi échoué parce que le but de Podemos c'était emporter les élections et il n'a pas réussi à avoir un soutien suffisant pour gagner. Donc maintenant la question c'est, maintenant quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une question qui est très pertinente et tous les débats à Podemos sont assez publics, surtout parce que, comme on a assez d'accès aux médias, finalement, la plupart des débats sont publics dans les médias. Et ce qui est aussi un problème, puisqu'on parle dans les langues des médias qui souvent sont pour les ragots et les personnalismes et pas pour les concepts. Alors finalement, à mon avis, les débats qui étaient cruciaux, qui étaient importants, étaient les suivants. Donc si on voit, bon, je ne veux pas vous montrer plus de graphiques, mais si on voit les gens qui aiment Podemos, mais qui n'ont pas voté Podemos, et dans les dernières élections, mais qui disent qu'ils ont une certaine sympathie par Podemos, alors on voit qu'ils sont tous des gens qui ont voté UPS, PSOE, ou bien qu'ils n'ont pas voté. Et c'est des gens qui, quand on leur demande s'ils sont à gauche, ils sont à droite, si Podemos est à gauche ou Podemos est à droite, ils trouvent tous que Podemos est beaucoup plus à gauche de où eux ils se trouvent. Ça, c'est en général les gens qui aiment Podemos, mais qui ne votent pas encore Podemos. Par contre, si on leur pose des questions genre est-ce que vous voudrez dépenser plus d'argent ou vous voulez qu'il y ait moins de dépenses de l'État, si vous êtes plus pour l'égalité, pour la liberté, si on leur pose des questions concrètes, elles sont exactement les mêmes types de votants que ceux qui votent Podemos. Mais juste, ils se trouvent plus modérés. Ils pensent être plus modérés que ce qu'ils trouvent que Podemos est. Alors, donc, il y a une partie du parti qui ont dit, bon, peut-être, qu'est-ce qu'il faudrait, c'est modérer plus notre discours et essayer de devenir le nouveau parti social-démocrate espagnol, attirer ces classes moyennes, rassembler à ces classes moyennes, maintenant que le PSOE est en crise, et essayer d'attirer les votants du PSOE. Alors, ça, c'était une partie du parti politique de Podemos. Et il y a une autre partie, que c'était celle de Pablo Iglesias, la partie de Pablo Iglesias, qui disait la chose suivante. On voit, comme on a vu les graphiques de tout à l'heure, que les partis social-démocrates ne marchent pas.
Donc avant, ils arrivaient à avoir 30-40%, mais nulle part en Europe, les partis social-démocrates ont plus de 20%. Pourquoi ça? Donc une des raisons, une des explications possibles pourrait être le fait que il y a 80 ans, aux années 80, et les chômeurs, les fonctionnaires, les précaires, les migrés, les migrants, tout le monde pourrait avoir des choses en commun et être représenté par les mêmes partis. Mais aujourd'hui, on est plus habitué à avoir à choisir des choses qui sont plus celles qui nous conviennent à nous. Et en ce moment. Et donc, les précaires et les chômeurs, ils ne vont pas voter les mêmes types de partis. Donc, les partis social-démocrates, ils ont du mal à avoir cet électorat grand tel qu'ils avaient tout à l'heure. Pourquoi? Parce que, comme je disais tout à l'heure, les précariats, il est moins solidaire. Il a été construit, le néolibéralisme, on l'a construit de façon moins solidaire que comme il y avait avant. Aux années 80, on était plus solidaire que peut-être comme on l'est maintenant. Alors, la partie de Pablo Iglesias, il disait, ça ne sert à rien de rassembler un parti social-démocrate puisque ça ne marche pas. Nous, ce qu'il faut, c'est essayer de changer la société. Et comment on fait pour changer la société pour qu'elle soit plus solidaire? Alors, il faut que les partis deviennent un parti mouvement. Et donc, en gros, c'était qu'est-ce qui est mieux? Et que les partis tournent vers les gens qui ne votent pas encore, et qui est clair que c'est des gens qui pensent que nous, on est trop radicaux, ou bien est-ce qu'il faut se dire non, nous, on est là-bas et il faut attirer la société vers nous. Et donc, ça, c'était le discours, et c'est pour ça qu'il y a eu cette confrontation. Et à Podemos, donc ça a été public, et il y a eu un vote, 150 000 personnes ont voté, et ils ont choisi. Est-ce qu'ils pensaient que c'était le mieux pour Podemos? Et c'est l'option de Pablo Iglesias qui a emporté. Peut-être tu peux nuancer. Non, Voilà. Donc ça, c'était les difficultés internes. C'est un débat passionnant qui a été un tout petit peu personnifié. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu deux courants, comme tu disais, un courant dont Pablo Iglesias était à la tête, et un autre courant où il y avait le numéro 2, Íñigo Errejón, qui portait cette idée plus de rassembler la classe moyenne. Et je trouve que ce débat, même s'il a été public, il aurait pu être encore plus public, parce que finalement, une partie de la discussion en interne, c'est peut-être ça qu'on a entendu ici, était plutôt dirigée vers les personnes. C'est-à-dire, est-ce qu'on préfère cette personne ou on préfère cette autre personne? Est-ce qu'on préfère cette personnalité ou cette autre personnalité? Mais derrière, et surtout les militants qui ont suivi les débats avec de façon près, ça approche, il y avait toute cette question de plutôt un parti un peu plus radical dans les revendications, dans les programmes, et du coup essayer de tirer les PSOE et ses votants vers la gauche, ou au contraire aller chercher ces votants du PSOE qui sont plus classe moyenne un peu protégés et qui demandent un parti plus systémique, plus responsable. Vous voyez, c'est une question très intéressante, c'est un débat très intéressant, et c'est bien que la société participe à ce type de débat et qu'à la fin, on puisse choisir qu'est-ce qu'on préfère comme parti. C'est pas tout à fait comme ça que j'ai ressenti dans ce qui était expliqué en France. Hein. C'était réduit à des querelles de personnes, avec une certaine délectation du style, vous voyez, ce nouveau parti qui se dit différent des autres, finalement, il est comme les autres, il s'étripe dès qu'ils ont un petit peu de pouvoir. C'est comme ça que c'est retranscrit. Oui, bien sûr, mais c'était un choix assez fondamental. Hein. Ça, nous, on a beaucoup discuté parce que là, on a un élan qui a profité aussi un tout petit peu de jouer aux deux. Et en fait, je pense que l'idéal serait de jouer un tout petit peu aux deux. Mais stratégiquement, de se dire qu'est-ce qu'on fait, on va plutôt vers là-bas, plutôt vers là-bas. Et là, 150 000 personnes se sont mouillées. C'est-à-dire, comment on résout ces problèmes? Ce n'est pas une guerre de pouvoir à l'intérieur, on fait voter 150 000 personnes et on décide. Et ça a aussi ses avantages, puisque finalement, donc, une des choses qu'on a vu aussi, donc, il y a eu les élections en 2015 et puis les élections en 2016, et ce qu'on a vu, c'est que Podemos a 5 millions, mais s'il bouge à gauche, il perd par le centre, s'il bouge à droite, il perd par la gauche. Donc l'effet que les numéros 1 soient plus à gauche et les numéros 2 soient plus à droite, ça peut être une tactique pour essayer d'élargir son électorat.
Donc, de sorte que les gens qui sont plus à gauche s'identifient plus avec Pablo Iglesias, ceux qui sont plus modérés s'identifient plus avec le numéro 2, Íñigo Errejón. Si, peut-être tu peux parler de la crise ou... Donc, sur l'intensité de la crise, en effet. Donc, c'était une des raisons. Donc, la situation en Espagne en 2011, c'était plus grave de ce qu'elle est en ce moment ici. Donc, on a atteint 27% de chômage. On est loin ici encore du 27%. Il y avait beaucoup d'expulsions et il y avait beaucoup de gens qui... Les jeunes restaient encore chez leurs parents jusqu'à 35 ans. Donc la situation était... L'intensité de la crise a été un facteur très important et c'était quelque chose qui a été important dans la façon dont Podemos a traité son discours. Mais je pense que c'était pas... C'était important, mais je pense qu'ici en France, aujourd'hui, il y a les conditions. C'est juste que ceux qui sont en train de faire les discours qui attirent les précariats, c'est l'extrême droite et pas l'extrême gauche. Oui, c'est certain. C'était pas seulement que la crise a frappé plus forte, elle a frappé plus forte aussi, entre autres parce que l'État social espagnol était plus faible qu'ici. Du coup, quand tu n'as plus de guichets auxquels t'adresser pour résoudre ton problème, parce qu'il y a une liste d'attente dans les hôpitaux de 6 mois pour te faire opérer d'un truc grave, par exemple, et que tu meurs dans les chemins ou que tu te fais expulser parce qu'il n'y a pas d'aide au logement. Et c'est peut-être plus simple de véhiculer un discours qui rassemble un peu ces mal-être qu'ici, où il y a encore un État assez fort. Mais quand même, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je pense qu'il commence à y avoir des failles dans cet État, dans l'État social français, qui laissent des gens de côté. Et je pense qu'une des découvertes les plus intéressantes du film Merci Patron, que vous avez peut-être vu, c'est pas forcément la stratégie géniale de François Ruffin d'aller arnaquer Arnaud et tout ça, c'est plutôt de découvrir que les clurs existent. Je parle avec des collègues ici en région parisienne, qui est quand même la région la plus riche de la France et l'une des plus riches en Europe, qui se sont surpris d'avoir vu ces gens-là, ça devient pauvre, à ce niveau de pauvreté, qui pensent 2 fois d'aller faire un entretien d'embauche ou pas, parce que l'essence qu'ils vont consommer, si ça ne vaut pas la peine, parce qu'ils ne veulent pas être embauchés, ça ne vaut pas la peine. Il y a cette réalité de la France périphérique, dont on est un peu moins conscient ici, je trouve, en région parisienne, mais que je pense que le Front National a très bien vu et a très bien su canaliser, et qu'un parti de gauche pourrait aussi essayer de donner un récit, donner une façon de comprendre le monde dans lequel ces gens-là se sentent représentés, et aussi un espoir d'un monde meilleur qui soit plutôt juste et solidaire et pas qu'on s'attaque vraiment à la cause des problèmes qui sont là-haut et pas plus bas que nous. Et donc je pense qu'il y a, comme tu l'as dit, aussi des conditions pour ça, et on l'a vu aussi un peu dans les primaires du Parti socialiste, c'est-à-dire c'est la ligne gauche qui a gagné, et c'est aussi parce qu'il y a aussi des circonstances qui pourraient commencer à donner lieu à ça. Oui, oui. Sur l'éducation nationale et la Deuxième Guerre mondiale, la question que tu posais, il faut rappeler que la Deuxième Guerre mondiale arrive après la guerre civile espagnole, qui a été un désastre pour les pays. Et du coup, on passe pas mal de temps à discuter de la guerre civile espagnole, même s'il y a toujours beaucoup de travail à faire du point de vue de la mémoire de la guerre civile espagnole. Donc, je vais parler un tout petit peu de la mémoire là, tout à l'heure, mais juste pour dire, Georges Sempron, lui, il a fait la plus grande partie de sa production littéraire et des témoignages ici en France. Donc, il est connu en Espagne, mais des gens politisés, des gens à gauche. Et il n'est pas énormément connu du grand public. Il n'est pas connu du grand public. Je pense qu'il est plus connu ici en France. Mais sur la question de la mémoire, il y a toujours un traumatisme en Espagne sur la mémoire. Donc l'Espagne, c'est le 2e pays au monde où il y a le plus de disparus. C'est des personnes qui
qui sont mortes et on ne sait pas où ils sont morts. Après le Cambodge. Après le Cambodge. Ça, il y a environ 150 000 personnes, 120 000, 150 000 personnes, donc on ne connaît pas la situation. Ça, dans nos familles, on a tous des membres de notre famille qui sont dans ces situations-là. Ça, je ne sais pas où est mon arrière-grand-mère, par exemple. Et du coup, ça a toujours posé un problème depuis la transition. La transition a été menée après la mort de Franco en 1975 sous la peur de la réactivation d'un conflit civil. Et ça a permis que les structures économiques imposent leur agenda dans cette transition. Donc en 1975, en fait, on a donné une grande place et un grand pouvoir à toutes les structures économiques qui étaient en place avant, parce qu'on a joué un peu avec la peur de réactiver un conflit civil. Les gens avaient vraiment peur parce qu'ils avaient vécu directement eux ou leurs parents la guerre civile. Et, du coup, ça a été toujours un petit tabou qu'on n'a pas réactivé. Ça nous touche moins parce que nous, on n'a pas vécu ni la transition ni la guerre civile, même si on a cette histoire dans notre famille. Mais là, on commence à gauche à revendiquer cette justice aussi. Donc, par exemple, on commence à travailler sur les noms de rues. On a des noms de rues dans les villes, dans nos villes, qui sont des rues dédiées à des généraux qui ont fait les pires atrocités en 1936. Ou justement la question d'aller chercher, aller fouiller ces personnes dont on ne connaît pas la situation. Peut-être la plus connue, peut-être vous la connaissez, s'appelle Federico García Lorca, qui a été assassiné en 1936, et on ne sait pas où il est. Et c'est quand même un des grands écrivains espagnols, et producteur de théâtre espagnol, et aussi de la mémoire du monde des gitans espagnols, et on ne sait pas où il est. Donc c'est un travail à faire, effectivement, qu'il faut. Mais on est plus centré sur cette histoire que sur la de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. De toute façon, j'ai posé cette question parce que j'ai visité Madrid avant 3-4 ans, en 2013 plus exactement. Et à cette époque-là, il y avait des gens qui voulaient faire un mémorial pour les brigadiers des brigades internationales. Oui, absolument. Absolument. Et il y a des mouvements assez intéressants là-dessus. Il y a des collectifs, par exemple, qui vont faire des activités de remise en surface des tranchées qu'on retrouve à Madrid. Madrid a été au front. Hein. Donc, vraiment, dans les parcs autour de Madrid, on retrouve des tranchées encore de la guerre civile. Et donc, il y a effectivement un travail de mémoire à faire. Mais que je pense qu'aujourd'hui, on est plus près de le faire grâce au fait que Podemos est là, qui porte ce discours aussi, et que les mairies, ces mairies dont on a parlé, sont en train de le faire. Là, en ce moment, on est en plein changement de nom de rue, par exemple, à Madrid et à Barcelone, pour un peu mettre de côté l'honneur qui est d'avoir en rue à son nom tous ces généraux qui sont quand même en fait des autorités pas possibles. Et donc, l'autre question, c'était sur le Pays Basque et la Catalogne. C'est aussi une question très intéressante. Donc, Podemos, dans les dernières élections nationales, a été le premier parti et en Catalogne et au Pays Basque. Donc, et en Catalogne et au Pays Basque, le PP et le PSOE sont maintenant des partis minoritaires qui n'ont pas plus de 10%, je pense que je ne me trompe pas. Donc, et Podemos, donc, une des choses qu'ils ont fait, ça a été aussi un pari très, très risqué. Ils ont un discours qui essaie d'intégrer les revendications nationalistes de la Catalogne et du Pays Basque dans un discours de démocratie. Donc, Et souveraineté. Et souveraineté. Souveraineté populaire. Oui. Donc jusqu'à il n'y a pas longtemps, et bon, et encore, donc le PP et le PS, ils utilisent l'indépendance de Catalogne ou l'indépendance du Pays Basque, ça a été utilisé pour essayer d'avoir plus de votes dans le reste de l'Espagne. Et tout le monde, et si un parti
national voulait être compétitif dans le reste du territoire, il ne pouvait pas avoir un discours dans lequel on disait pourquoi pas un référendum en Catalogne. Donc Podemos, il est pour un référendum. Au cas où il y aurait un référendum, il serait pour que la Catalogne reste en Espagne, mais sa position c'est pourquoi pas, il devrait y avoir un référendum. Et c'est un discours qui est très nouveau et qui est accepté par le reste. Par le reste de l'Espagne. Disons, c'est encore une question très problématique. Donc tout à l'heure, on fait ces différences entre... Donc je parlais de gens qui ne votent pas Podemos, mais qui aiment Podemos. Une des différences qu'il y a entre ces gens-là et les gens qui votent Podemos, c'est que pour eux, cette question est plus importante que pour les gens de Podemos. Ouais. En fait, Podemos a vraiment réussi à transformer la question plutôt du côté de la souveraineté populaire. C'est-à-dire que les gens soient maîtres des politiques qui sont autour d'eux. Donc ils proposent que, ils ne sont pas contre un référendum d'indépendance en Catalogne, mais comme ils ne le sont pas pour un référendum où on décide si on veut augmenter les budgets sociaux ou on veut les réduire, si on veut plutôt favoriser l'école publique ou l'école sous contrat. C'est-à-dire que c'est un peu dans la même idée. Après, il y a des éléments que je ne sais pas s'ils sont en train de jouer. Là, on a vu que le Royaume-Uni se détache de l'Union européenne. Et c'est intéressant de voir dans quelles conditions il se détache de l'Union européenne. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont voté pour la sortie de l'Europe qui cherchaient à être plus protégés des conditions néolibérales et de globalisation qui ont appauvri ou qui ont diminué les droits des travailleurs au Royaume-Uni. Bon, il se trouve que cette sortie est en train de se faire plutôt par la droite, ça vers la droite. C'est-à-dire que c'est la droite qui pilote et c'est la droite qui est en train de faire ça. Et du coup, par exemple, les TAFTA, qui peut-être en Europe ne sera pas accepté, on verra, mais il y a des risques qu'il y ait un parlement parmi les 28 qui disent non, ou les 27, si on ne compte pas le Royaume-Uni. Bon, il a des chances. Et peut-être le Royaume-Uni va tout de suite faire un accord de libre-échange avec les États-Unis. Donc, je ne sais pas si ce type de dynamiques sont en train aussi de se poser en Catalogne, parce qu'en Catalogne, il y a le mouvement indépendantiste qui a éclaté à partir de 2012, c'est-à-dire avec la crise. C'est la crise qui a fait que des militants de gauche et de droite, mais aussi beaucoup de gauche, se disent dans ces situations de crise, il vaut mieux commencer de zéro. Donc on commence de zéro, on fait une nouvelle constitution. Cette constitution sera plus favorable aux classes populaires qu'elle est la constitution actuelle. Et qui nous amène à cette situation de crise totale. Donc, je ne sais pas si l'exemple du Royaume-Uni peut jouer dans un sens opposé. Et c'est clair que si au gouvernement national, il y avait un parti plus à gauche, ce feu indépendantiste serait moins important.